Une vie qui résonne dans celle d'autres hommes et d'autres femmes. Des histoires qu'ils ont voulu partager avec nous, qui les ont construits et conduits jusqu'à nous. Ça va? Clarisse, enseignante devenue enseignante et qui a fait son coming out scolaire, l'estomac noué. Et puis Camille, née fille, enfant androgyne, qui a décidé pendant 3 ans de prendre de la testostérone et qui milite aujourd'hui pour respecter toutes les identités. Mais commençons par Catherine, l'amie de jeunesse de Beau, celle qu'il a connue lorsqu'il jouait au théâtre des rôles de femmes. Bon, il y a des visages que tu connais, et des visages que tu connais moins ou pas? Ou pas. Le visage que tu connais le mieux, c'est lequel? C'est Catherine, qui est la directrice du théâtre où nous sommes. Et c'est vrai, Catherine, que quand, avec l'équipe, on a dit, bon, tiens, où est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour faire l'émission, un endroit important dans ta vie. Bon, on nous a tout de suite dit le théâtre. Ça fait donc plus de 35 ans, 37 ans que vous vous connaissez. Oui. Et ça a démarré ici. Oui, on a joué du théâtre ensemble, on a étudié ensemble. On ne s'est pas perdu de vue pendant toutes ces années-là, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais on ne s'est pas perdu de vue. Donc oui, ça me fait beaucoup plaisir que vous êtes ici. Est-ce que ça vous a surpris de découvrir que Beau avait envie de faire sa transition? Oui, on disait déjà Beau, donc le nom m'était très familier et je la connais comme quelqu'un de très ouvert, de bavarde, qui parle beaucoup, très agréable. Donc elle est restée la même, mais ça m'a quand même surpris et m'a rendue aussi un peu malheureuse parce qu'elle a dû attendre tellement longtemps. Et je me suis dit, j'ai suivi tout dans la presse aussi, et je me suis dit, c'est malheureux qu'elle a dû attendre jusqu'à maintenant pour devenir ce qu'elle est et pour s'ouvrir à tout le monde, pour être ce qu'elle est. Et donc surprise, mais surtout, je me suis dit, oh, ce serait mieux que ce serait passé déjà 20 années plus tôt. Est-ce que c'est finalement le théâtre, les rôles que vous avez endossés, joués, qui vous ont, d'une certaine manière, permis de tenir le coup aussi longtemps avant de franchir le pas et de dire je vais faire ma transition, je vais assumer ma féminité pleinement? Est-ce que ce fut une sorte d'échappatoire un petit peu? Je crois que ça a joué un rôle. Je pense que de différentes façons, le théâtre a joué un rôle. Effectivement, ça m'a appris à aussi jouer un rôle, puisque finalement, je sentais qu'en homme, je jouais un rôle. C'est aussi le couple Beau-Marianne qu'il faut mentionner aussi, parce qu'il y a tant d'amour entre eux, depuis 37 ans, des deux parties, et ça nous convainc que quelque chose change, mais l'amour entre eux reste, et la différence, bon, nous, on ne va pas en juger, ils restent ensemble, les enfants participent aussi, les soutiennent, et c'est ça qui compte. Et Beau est restée la même, elle est différente d'extérieur, avec les parents et tout ça, mais elle est restée tout à fait la même, et Marianne aussi, et c'est ça qui compte, que leur couple est le même que depuis 30 ans. On a ce soir avec nous, j'ai envie de dire que vous êtes un peu un cas unique, hein, Clarisse, parce que je pense que vous êtes la seule prof à avoir annoncé à vos élèves au mois de juin qu'en septembre, c'était une femme qu'ils allaient retrouver. Vous avez un parcours incroyable. Pas si incroyable que ça, malgré tout. Peut-être incroyable aux yeux d'autrui, mais pour moi, c'était tout à fait nécessaire et simple. Parce que bon, se déclarer enfin soi-même au grand jour, on se libère de barreaux, d'une prison où on brise ses chaînes et on devient en fait, aux yeux de tous, ce que l'on a toujours été, mais en cachette. Alors c'est vrai que ça a surpris pas mal de monde, mais vous savez, dans les établissements scolaires, même pendant les vacances d'été, le téléphone sans fil est très efficace. Et il a simplement fallu que je puisse me dévoiler auprès de quelques-uns et quelques-unes pour qu'au bout d'une semaine, ça dépasse même la région. Je voudrais vous présenter aussi Camille. Camille, alors, on va se dire tu Camille. Oui, ça fait moitié là, donc c'est Voilà. Camille a 30 ans.
Et j'allais dire, le traitement hormonal que tu as commencé, Camille, ça fait 3 ans à peine, même pas. Ouais. C'est quelque chose qui a été assez rapide. Et tu me disais, ce qui est fou, c'est que non seulement c'était très rapide, mais que je me suis très vite aperçue, et en fait c'est assez terrible quelque part, que c'était plus facile d'être un homme dans la société qu'une femme. Ouais, c'est pas une surprise. Hein. Non, mais... Oui, en fait, évidemment, moi je connaissais les quelques statistiques, les inégalités salariales, etc. Mais à partir du moment, donc après 5 mois de traitement, plus ou moins, j'ai commencé à ce qu'on appelle passer. Donc j'ai eu un peu de pilosité faciale, suffisamment pour qu'on genre au masculin, et bizarrement pour qu'on commence à me tutoyer aussi, puisque j'ai l'air plus jeune, merci la testostérone, je ne sais pas. Et je me suis rendu compte assez vite que, effectivement, donc déjà, on m'embêtait plus dans la rue, donc j'avais plus droit aux commentaires habituels, et mademoiselle t'es mignonne, etc. On me dépasse plus dans la file d'attente, quand je prends la parole, je suis plus crédible. Et on en parlait tout à l'heure par rapport au fait de prendre la place dans l'espace public et d'être considéré comme présent ou présente dans l'espace public. En tant qu'homme, on peut prendre plus de place. Et en tant que femme, on est assez facilement invisibilisé. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte de ça. Et plutôt que de me dire « Ah ouais, génial, le soulagement total », ça m'a scandalisé. Et à côté de ça, il y a un vrai soulagement. Oui. Maintenant, aujourd'hui. À côté de ça, il y a un soulagement parce que à partir du moment où on est soi-même et où on peut vraiment se comporter comme on le ressent et être avec les gens comme on le ressent, ça facilite les rapports avec la famille, avec les amis. Enfin, pour moi, j'ai beaucoup de chance avec ma famille et mes amis, donc ça a facilité les rapports, ça a facilité mon épanouissement, mon émancipation. Je me sens plus libre au final. Je voudrais qu'on revienne sur un grand changement qui s'est passé le 1er janvier 2018. La loi a changé et a quand même facilité les choses. Et c'est vrai que vous me disiez tout à l'heure, Clarisse, c'est vrai que moi, si j'avais pu faire ma transition et mes différentes opérations et interventions après ce 1er janvier 2018, ça aurait facilité les choses. Vous pouvez nous expliquer ce qui a changé? Avant cette loi, c'était la législation de 2007 qui gérait le tout. Et par exemple, pour pouvoir modifier son sexe sur sa carte d'identité, il fallait obligatoirement prouver que nous étions devenus stériles. Donc pour un homme devenant une femme, il y avait castration, donc orchidectomie. Et pour une femme devenant un homme, là, c'était l'hystérectomie. Sous l'ancienne loi, finalement, ce n'était pratiquement que les personnes qui faisaient l'opération qui pouvaient administrativement devenir femme étant née homme ou devenir homme étant née femme. Mais ce qui fait que c'était souvent après 3-4 ans, et que pour tous ceux et celles qui ne voulaient pas faire ces changements médicaux, ils restaient, ils gardaient leur genre de leur naissance toute leur vie. L'insertion sociale est nécessaire pour les personnes transgenres, pas forcément l'opération. L'opération, c'est quelque chose qui nous appartient. Mais énormément de personnes, la majorité des personnes transgenres, ne se font pas opérer. Est-ce que vous avez eu des modèles? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont suscité chez vous cette énergie, ce déclic de dire, voilà, ok, maintenant je fais ma transition? Moi personnellement, c'est quand je suis arrivé à Bruxelles, parce que je viens de Liège. Je suis arrivé à Bruxelles pour une école de théâtre et j'ai commencé à fréquenter le milieu, la communauté trans, le milieu queer à Bruxelles. Et j'ai rencontré des gens justement de toute l'énorme diversité de cette communauté, et notamment une personne qui est un jeune homme trans et qui était très comment dirais-je, c'était quelqu'un qui avait aucun souci à mixer les types de vêtements, à avoir des expressions des deux genres mélangées, et c'était tellement, je trouvais que c'était tellement splendide de liberté, tellement beau. Je me suis dit, ah waouh, parce que depuis que je suis enfant, moi je sais bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec mon genre, mais vu que j'adore les paillettes, j'adore le cabaret, j'adore les comédies musicales, mais encore maintenant, je me disais, non, mais si je suis ni un bûcheron ni un footballeur, je ne vais jamais être crédible en tant que mec. Et là, j'ai rencontré toute une série de personnes, et notamment cette personne, que je croise encore de temps en temps, et où je me suis dit, waouh, mais si cette personne existe et est aussi splendide, et a autant d'amis, et si aimable, en fait, je n'ai rien d'un monstre. Moi aussi, je peux être aimé, je peux être moi, Tout à fait. en suivant le parcours que je veux. Et quand on parlait de disposer de son corps, justement avec le changement de la loi, c'est aussi la possibilité de ne pas suivre forcément le parcours chirurgical et de se dire bah, c'est ok, et je ne suis pas né dans le mauvais corps parce que mon corps il est bon.
pourrait encore changer, améliorer plein de choses, je sais. Mais les premières urgences, les premières choses à faire, ce serait quoi? Ben justement, c'est l'éducation qui va aider à changer les choses. Donc qu'on puisse en discuter à l'école, qu'on puisse questionner les rôles sociaux de genre avec les enfants, la place dans la famille, que ce soit un peu décomplexé, dédramatisé, tout ça. Parce qu'au final, un enfant qui va émettre un souhait de porter tel costume plutôt qu'un autre au carnaval, c'est jamais qu'une impulsion, une envie, et tout de suite les parents projettent des paniques là-dessus. C'est là qu'on va créer des énormes complexes. Et comment voulez-vous vous développer de manière sereine si vous êtes persuadé que la société ne va jamais vous accepter, alors que si on part du principe que c'est ok et qu'on en parle autour de soi de manière tranquille, ça peut permettre de changer les choses. Maintenant, tous les milieux ne permettent pas ça, et c'est ça qu'il faut garder bien à l'esprit pour éviter, pour éviter les ennuis. Mais c'est l'école qui doit faire un gros travail sur le sujet. C'est un travail important pour Clarisse. Oui. C'est super important d'avoir un exemple comme toi. Tout à fait. En fait, c'est vrai que l'enseignement est une des clés de voûte de la réussite genrale pour l'avenir. Clarisse, je sais que s'il y a un message que vous avez envie de faire passer, c'est de ne pas attendre. Tout à fait. Tout à fait. Ne pas faire comme nous l'avons fait. Nous avons consacré toute une vie à un rôle qui n'était pas le nôtre. Oui. Et si j'ai un message justement à faire passer aux personnes qui se posent encore des questions, non pas de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils veulent faire, c'est n'attendez pas, faites-le. Ne vivez pas pour les autres, vivez d'abord pour vous. C'est en vivant pour vous que vous serez mieux, meilleur avec les autres. C'est pour cette raison que Daphné a monté son association TransKids pour combler un grand vide en termes de soutien aux enfants transgenres de Wallonie. Je veux aussi recevoir Valérie, maman de Victor, devenue Victoria, sa fille qui est si fière que sa maman ait le courage de parler et de normaliser les enfants transgenres. Je retrouve aussi mon collègue, Christophe de Borsu, qui nous a fait rencontrer Beau, son ami journaliste. Quand est-ce que, pour la première fois, Beau vous a parlé de son envie, de cette démarche de faire la transition? Jamais Sandrine, donc jamais, moi je n'aurais jamais pensé à un instant cela. Certaines personnes, Beau l'a raconté plus tard, sa femme déjà était dans la confidence, mais en tout cas les collègues un peu moins directs comme moi, qui voyaient Beau, c'est vrai, régulièrement, mais sur le terrain, on était au courant de rien, je n'aurais jamais pensé ça. Alors, je sais que pour vous, c'était la surprise, Christophe, et un peu, j'ai envie de dire, l'incompréhension aussi. Oui, exactement, la surprise. Et la première chose qu'on fait, c'est, voilà, parce que pour un homme, c'est sûr que, comme Beau a tout de suite annoncé, je vais aller jusqu'au bout, la transition, jusqu'à effectivement à faire disparaître ce sexe. Pour un homme, allez, je vais être tout à fait franc, la première réaction, c'est de dire non, pas ça, quoi. C'est quand même tout à fait primal, c'est de dire je veux absolument pas. Tout homme, j'ai 3 fils, c'est la même chose. Tout homme se dit je veux absolument protéger cette partie importante de l'anatomie. Donc c'est presque le geste que j'ai fait. D'accord, mais alors je pense, parce que je vois déjà Daphné qui sourit et qui se tortille un petit peu sur sa chaise. Daphné, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci vous pour avez l'invitation. créé une association, vous en êtes la présidente, qui s'appelle TransKids. Oui, Alors avant de parler un peu plus de votre association, il faudrait que vous puissiez expliquer, nous expliquer, mais expliquer aussi exactement ce qu'on entend par transgenre. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames avec plein d'autres termes, sachant que chaque transgenre est unique. L'histoire de Beau et son parcours est unique. Vous voyez des tas d'enfants, d'adultes transgenres qui ont un parcours totalement différent et qui est à chaque fois unique. Donc effectivement, les personnes trans, comme tout le monde, en fait, comme chacun, ont leur propre vie et leur propre expérience, et on ne peut pas, autant l'histoire et le témoignage de Beau étaient très touchants sous bien des aspects et vraiment bouleversants, autant ça n'a évidemment, comme tout témoignage, pas une valeur universelle. Il y a en réalité énormément de personnes trans qui ne souhaitent pas avoir de modifications au niveau de leur génitalité. Il y a aussi plein de personnes trans qui ne prennent pas d'hormones, qui en fait ne passent par aucune opération et qui n'en sont pas moins légitimes. Et donc il faut revenir effectivement à la nuance genre et sexe. Genre et sexe, Voilà. comment est-ce qu'on peut différencier clairement? Donc c'est vrai que si on détricote et qu'on repart de zéro,
la notion de genre, elle n'a vraiment rien à voir avec déjà la sexualité. On a tendance à faire des amalgames entre personnes transgenres et personnes homosexuelles. C'est vraiment, le genre c'est là. Et, Le genre c'est dans la tête. Oui. D'ailleurs, dans mon association, on s'en rend bien compte, on a plein d'enfants trans, en fait. Et ça peut remonter aussi jeune. On a des enfants qui sont déjà absolument capables d'autodétermination et de s'exprimer, d'exprimer leur identité à partir de quoi? 2 ans et demi, 3 ans. Oui, on a... Tout petit. Oui, c'est tout petit. Et c'est vrai que souvent c'est extrêmement interpellant parce que les gens se disent mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est beaucoup trop petit, c'est beaucoup trop jeune. Comment est-ce possible qu'un enfant puisse déjà savoir qui il est? Et je trouve que c'est le contraire assez choquant de partir du principe qu'un enfant n'est pas capable de ressentir, d'exprimer qui il est. Oui. Bon, vous voulez dire quelque chose par Non, rapport à mais ce qu'elle a fait? effectivement, il y en a qui... je connais une fille transgenre qui, également, à 4-5 ans, savait déjà très clairement, je suis une fille, je suis née dans un corps de garçon, mais je suis une fille. Et effectivement, la différence entre sexe et genre, c'est différent de l'homosexualité, etc. Ce n'est pas une question de sexualité, c'est une question de se sentir mal dans sa peau. Dysphorie de genre, l'euphorie, c'est quand même très joyeux, et dysphorie, c'est quand même très malheureux. Et j'étais absolument malheureuse dans mon corps. On y reviendra, c'est le point commun souvent de tous les transgenres, cette tristesse parfois profonde, cette impression de jouer une comédie. Valérie est une maman qui est présente ce soir. Merci beaucoup Valérie. Je sais que vous avez fait une sacrée démarche, que vous avez beaucoup réfléchi, que vous avez beaucoup d'émotions en vous pour venir parler de votre histoire. Parce que Daphné le disait, 2 ans et demi pour des enfants, ça peut paraître très jeune. Vous avez donné naissance à 3 garçons. Oui. Et votre petit garçon a dit un jour, à l'âge de 7 ans, une phrase terrible. Oui, il a dit qu'il n'avait pas sa place ici. Et donc nous, on s'est dit tout de suite, où tu n'as pas ta place, est-ce que c'est dans la famille, dans la fratrie et donc il nous a dit non, sur Terre, j'ai pas de place ici sur Terre. Et donc là, on s'est mis en alerte en tant que parents en disant qu'est-ce qui se passe. Et donc là, voilà, en faisant des petites recherches, en parlant avec lui, on a découvert que voilà, il ne se sentait pas garçon, mais il se sentait fille. Et avec ce corps de garçon, et donc c'était un peu compliqué puisqu'il n'avait pas d'exemple à la maison, pas d'exemple à l'école. Voilà. Victoria, aujourd'hui, à 11 ans, vous avez parcouru quand même déjà un sacré bout de chemin. Moi, je voudrais juste, Daphné, peut-être faire passer un message si des parents regardent l'émission ce soir et se retrouvent dans la situation qu'a connue Valérie il y a quelque temps, qui peut être très déstabilisante, qui peut être très angoissante, très inquiétante, parce que Dieu sait si tous les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Quelle est la bonne réaction à avoir? Qui contacter? Qui aller voir? Je pense que le message le plus important à faire passer, c'est pas vous qui direz le contraire, les personnes trans ne sont pas des personnes malades. Et elles ne sont en fait, dans l'absolu, la condition de la transidentité n'est pas synonyme de souffrance intrinsèque. La réalité, c'est que la souffrance, elle est le résultat du fonctionnement de la société, du regard des autres, qui fait que parce qu'on est dans une société binaire avec une case femme, une case homme, alors qu'on est 7 milliards d'humains, et il n'y a que 2 cases, et donc quoi, quand on se sent ni homme ni femme, ou en tout cas qu'on a un genre assigné à la naissance qui ne correspond pas à ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, la souffrance, elle vient potentiellement de là. Encore une fois, elle n'est pas systématique. Il y a plein de personnes trans qui n'ont pas ressenti de souffrance. Ma question d'angoisse de parents n'était pas liée à une maladie qui n'est pas, mais de se dire comment est-ce que je vais pouvoir accompagner au mieux mon enfant. Mais je pense que le plus important, c'est de l'entourer de bienveillance et de le croire en fait. Ça peut sembler dingue, mais il suffit de ça. À partir du moment où votre enfant vous exprime qui il est, l'écouter n'est pas synonyme d'accepter un caprice. Parce que là, on ne parle pas de caprice. Là, on parle de quelque chose quand même, c'est exprimer son identité. On est transgenre comme on est gaucher, comme on est roux. Voilà, c'est un état de fait. Et même si on ne s'en rend pas forcément compte immédiatement, ou en tout cas que l'enfant n'est pas capable de l'exprimer tout de suite, c'est comme ça. Donc,
voilà. Vous auriez aimé pouvoir entendre ce dialogue, ces phrases. Vous auriez aimé si vous aviez été voilà, face à une personne comme Daphné, étant toute jeune aussi. Oui, mais je dis souvent que si j'étais né 40 ans plus tard, j'aurais été femme à 20 ans. Je n'aurais évidemment pas rencontré ma femme qui est fabuleuse, je n'aurais pas eu les enfants fantastiques que j'ai, j'aurais eu une toute autre vie, mais très certainement, si la société avait été prête à l'époque, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, on n'avait pas de référence, on se sentait coupable d'être comme ça, gêné d'être comme ça. Et finalement, il n'y a pas de raison. J'ai demandé à l'âge de 9 ans pour changer de sexe. Oui. Puis à 18 ans, j'en ai tâté un petit peu le terrain avec mes parents. Oui. Et à 24 ans, j'ai subi ma première opération. Aujourd'hui, Victoria a 11 ans. Oui. Vous ne pouvez pas encore réellement commencer un traitement hormonal, mais vous en parlez. Donc, concrètement, comment ça se passe au quotidien? Ça se passe assez bien. Ça a été difficile pour la genrée au féminin. Enfin, difficile, c'est des habitudes qu'on garde. Je dis souvent, quand je me fâche sur elle, je l'appelle Victor. Et pas Victoria, parce que c'est un peu le naturel qui revient. C'est Victor pour nous, et puis elle a toujours été comme ça en fait. Il n'y a pas de changement, de transition pour nous, parce que elle a toujours été Victoria en fait pour nous. Donc depuis toute petite, donc elle a 2 grands frères, et donc Victoria était différente de ses grands frères. Donc nous on a vu tout de suite qu'il y avait une différence avec ses frères. C'était sa personnalité, c'était comme ça, et donc elle avait des jouets de filles. Donc à la maison, on avait plein de jouets de garçons, mais voilà, on a dû acheter plein de jouets de filles parce que ça ne m'intéressait pas. Et donc voilà, c'était naturel, des poupées, des Barbies. Et en fait, quand on était à l'extérieur avec ses jouets, elle savait que quand il y avait... Pourtant, il n'y avait pas de... C'était pas verbalisé, mais elle ressentait qu'avec certaines personnes, elle cachait la poupée. Et rien que le fait d'être passé du prénom Victor à Victoria, vous avez déjà vu physiquement un changement? Oui, physiquement un changement, et surtout au niveau de son bien-être. Elle est zen, elle est joyeuse, et c'est surtout cette colère qu'il n'y a plus en fait. Ça, tout le monde, ses frères aussi le disent, elle ne se fâche plus, elle est vraiment bien. Et à l'école, comment ça se passe? À l'école, pour le moment, elle n'est pas genrée au féminin. Elle va rentrer en première secondaire en septembre, et donc là on a contacté l'école de notre premier choix, et donc ils ont été très bienveillants, très ouverts, donc ça va se passer, on espère, comme elle a envie aussi. Elle a envie d'être Victoria, d'être présentée comme Victoria, et on verra. On travaille avec Daphné, c'est vraiment une chance d'avoir Daphné et l'association avec nous. Et ça, c'est très important pour Victoria aussi, c'est la découverte d'autres enfants. Parce que, oui, le fait d'avoir été à des rencontres avec d'autres enfants, on l'a vu s'ouvrir, c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre la Flandre et la Wallonie, notamment par rapport à ça. Christophe, vous qui êtes un peu sur le terrain des deux côtés, je vais dire, des deux côtés linguistiques, vous sentez cette différence? Oui, beaucoup d'émissions. Le cas de Beau, évidemment, l'an dernier en Flandre, une émission sur la chaîne publique flamande, MV, où on voyait effectivement, on suivait 3 personnes, je crois que c'est 3 femmes transgenres et 2 hommes. Et 2 hommes. Donc 5 au total, et donc effectivement c'est beaucoup plus sur la place publique, c'est un peu, je pense, l'influence du monde anglo-saxon, on est un peu plus ouvert là-dessus. Beau l'a déjà souvent dit, Caitlyn Jenner, cet athlète américain qui a changé de sexe, a été très important pour elle, c'est pas un hasard, c'est une personne américaine, donc là ça joue aussi. Christophe, vous disiez que vous étiez un peu tombé des nues, vous aviez du mal à comprendre la démarche. Au départ, mais j'ai très vite compris, parce que Beau, vous l'avez entendu, s'exprime remarquablement
remarquablement bien. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Hein, et que cette personne qu'on a devant nous est une personne extraordinaire, parce qu'on comprend grâce à elle. Voilà, je répète, c'est vrai qu'on a changé votre point de vue depuis? Mais je le dis au départ, on se dit, c'est quoi ce truc? Je n'aurais jamais pensé ça. Et puis, grâce au fait qu'il explique, qu'elle explique si bien maintenant, et que ça se passe si bien, que le bonheur, ça se voit. Enfin, je veux dire, moi, on a encore vu le film ensemble, et enfin, moi, je vois beau et je souris très naturellement. J'espère que beaucoup de gens l'ont fait aussi. Et ça joue énormément. Et puis, c'est vrai qu'à certains médecins, je posais la question parfois, enfin, au début, il y a des choses que je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi tout ça s'est remboursé finalement? La question classique du journaliste, pourquoi c'est remboursé? Et un médecin m'a regardé en disant, vous savez pourquoi c'est remboursé? Mais si on ne fait pas ça, c'est tellement profond que la plupart, en tout cas beaucoup, vont quitter cette vie. Donc, c'est plus que nécessaire. C'est une question de vie ou de mort. Donc, cette question-là, merci beaucoup, mais j'espère que vous comprenez maintenant. Et je peux dire que j'ai vraiment compris la question. C'est ça. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir ce soir. Valérie, vous voulez encore rajouter quelque chose? Merci pour votre invitation. C'est très important, je crois, pour Victoria que je sois là, parce qu'elle était très, très heureuse que je vienne. Et je voudrais dire aux parents que c'est important de prendre contact avec, que ce soit l'association Transkit ou n'importe qui, prendre contact avec des personnes qui sont concernées, et pour pouvoir, en fait, c'est vraiment nous éduquer à nous en tant que parents. Ils sont nombreux les chemins empruntés par les transgenres, et ils sont nombreux les prix à payer pour avoir le sentiment de vivre dans le bon corps. Bonsoir. Roxane le sait bien, elle qui naît dans un milieu précaire a dû aller jusqu'à la prostitution pour financer sa transition. Je reçois aussi Guy Tchoun, endocrinologue spécialisé et qui essaie de répondre aux demandes des patients belges de plus en plus nombreuses. Ça fait combien d'années que vous vous connaissez? Ça fait combien d'années que vous suivez? Un an et demi, oui, quelque chose comme ça. Quelque chose de très court, oui. Très court, mais à des fréquences très régulières. Oui. C'est un peu mon Saint-Nicolas, puisque ma première prescription pour les œstrogènes, je l'ai eu le 6 décembre 2017. C'est fou comme les dates, tous les transgenres avec qui on parle, il y a des dates comme ça qui sont marquées à la vie et vous ne verrez jamais. Des dates importantes pour nous. Absolument, oui. Dont celle-là. Oui, dans celle-là. Ben oui, c'est je suis rentré, je suis directement allé chez le pharmacien, allé commander, j'ai directement pris les hormones et j'ai attendu les résultats. Ils sont venus très vite, après quelques jours. On va en reparler parce que c'est vrai que c'est un suivi très particulier, parce que dès qu'on parle d'hormones et pour le coup ici d'œstrogènes, on sait qu'on va jouer sur la sensibilité, l'humeur, l'émotion, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Les changements physiques aussi. Les changements physiques aussi, bien sûr. La plupart des gens sont très, très contents. Au moment qu'on commence avec le traitement hormonal, c'est pas les émotions qui sont difficiles, ce sont des émotions qui sont très bonnes souvent. Très positif. Ben oui, moi je trouvais ça presque une délivrance de pouvoir pleurer, de pouvoir exprimer mes sentiments. Mais bon, j'avais aussi des changements d'humeur et tout, mais je trouvais ça un enrichissement. Alors vous êtes endocrinologue, il y a beaucoup d'endocrinologues, mais est-ce que vous êtes vraiment spécialisé dans le suivi des transgenres? Oui, pour moi c'est le thème de ma recherche. Et je pense que la plupart, certainement en Flandre, des gens transgenres viennent chez moi. Donc je pense que je connais plus ou moins 80% des transgenres en Flandre. Ouais. À Gand, vous êtes réputé mondialement pour pouvoir suivre, encadrer les personnes transgenres. En Wallonie, on a l'impression qu'on est un petit peu pauvre de ce côté-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, oui, à Bruxelles, en Wallonie, oui. Roxane, vous venez de la province de Luxembourg. Oui. Très tôt aussi, vous avez eu envie de faire cette transition. Je pense qu'à l'âge de 20 ans déjà, vous avez... Oui, j'ai demandé à l'âge de 9 ans pour changer de sexe. Oui. Puis à 18 ans, j'en ai retâté un petit peu le terrain avec mes parents. Oui. Et à 24 ans, j'ai subi ma première opération. Voilà. Et c'était à Gand. À Gand. Alors justement, quand je disais qu'en Wallonie, on a l'impression d'être un petit peu à la traîne par rapport à ça, vous en pensez quoi, vous? C'est vrai. Oui. C'est vrai, oui, franchement, oui. On devrait avoir un hôpital comme ça dans
dans la province du Luxembourg pour aider aussi parce que bah, il y en a de plus en plus, on n'en parle pas assez, mais il y en a de plus en plus et beaucoup de notre côté aussi. Oui, et justement, c'est très... Le mot province, je n'aime pas tellement, mais rural non plus, qui est peut-être plus conservateur. Est-ce que c'est d'autant plus difficile pour vous, pour un transgenre, de faire sa place, d'être accepté? C'est plus compliqué, vous trouvez? J'ai été très bien acceptée par mes beaux-parents et bah, dans mon établissement aussi, donc toute ma clientèle sait que j'étais bien en avant, que j'étais opérée, que je suis mariée, que je suis heureuse. Mais c'est vrai que je plains certaines personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir le dire ouvertement, parce que bah, dans les Ardennes, vous savez, c'est pas comme en ville. Les gens sont fort arrêtés sur les préjugés de certaines personnes. Voilà, donc c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Je voudrais qu'on parle concrètement, parce que c'est un peu un problème parfois aussi pour certains. Vous disiez, j'ai eu beaucoup de chance. Financièrement, il faut pouvoir suivre aussi quand on veut faire une transition complète en tout cas. Est-ce qu'on peut parler plus ou moins de gamme de prix? Oui, certainement. Il y a beaucoup de traitements qui sont remboursés. Et pour la chirurgie génitale, je pense que le prix à payer soi-même, c'est plus ou moins de 3 000 €. Et le coût en total, c'est 20 000 €. Donc il y a quand même un très grand effort pour rembourser ce traitement. Mais il y a des choses qui coûtent aussi beaucoup d'argent, comme l'épilation de la barbe, ça c'est très cher. Effectivement, les transgenres qui ont la chance d'avoir une certaine assise financière peuvent se permettre plus que d'autres. Bon, j'aurais fait tout. Oui. Et j'ai tout fait pour y arriver. Oui. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de sacrifices de ma personne, de ma vie, pour arriver où j'en suis maintenant. Et je ne regrette rien. Quand je l'ai annoncé, j'ai fait la première opération. J'ai perdu ma maman, qui m'a tourné un peu le dos, mon papa. On ne s'est plus parlé, maintenant il y a 1 an et demi que je reparle à mon papa. Mes frères, ça n'a pas été très, très joyeux. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu toute seule à ma merci, pas de travail, parce que bah, on ne savait pas si c'était il ou elle quand j'allais me présenter à un travail. Donc je me suis retrouvée dans des milieux, on ne peut pas trop parler, mais voilà, j'ai dû faire ce métier-là pour arriver à payer toutes mes opérations. C'est une idée qui m'a touché aussi. Hein. Pas, je me suis dit, je vais tout perdre. Que vais-je faire? Où vais-je aboutir? Et on s'imagine tout. Hein. Je ne regrette pas un moment. Et avant, enfin, on a vu dans le documentaire donc l'interview avant mon opération génitale. Moi, je suis la personne la plus heureuse. Et on m'a posé la question, tu ne vas pas regretter ton... Non, pas du tout. Au contraire, au plus vite. Donc, si vous aviez un message à faire passer ce soir, entre autres, Roxane, ce serait de dire n'ayez pas peur de tout perdre, n'ayez pas peur que certaines portes se ferment, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont s'ouvrir. Oui, franchement, oui. Il ne faut pas regretter, il faut aller jusqu'au bout de ses convictions, le faire. Et le passé, c'est le passé. C'est une porte qui se ferme, et si la porte doit se réouvrir, elle s'ouvrira avec les personnes qui sont restées derrière la porte. Mais moi, j'ai toujours avancé. Maintenant, je reparle avec ma maman, je parle avec mes frères, mes neveux et nièces. Mon papa revient près de moi, on reparle, on est fort complices maintenant. Maintenant, voilà, je suis sa fille, même si de temps en temps, il chipe encore un peu, mais je suis sa fille, mais voilà, donc... Roxane, vous avez dû représenter des examens pour réobtenir des diplômes qu'à la base vous aviez, parce que vous aviez changé d'état civil? Oui, c'est ça. J'ai dû reprendre des cours du soir, parce que mes diplômes en tant que garçon n'existaient plus. J'ai fait des études de gestion d'entreprise, gradué en comptabilité et droit fiscal. Donc j'ai changé ma carte d'identité, mon permis de conduire, le compte en banque, les titres de propriété de ma maison, enfin, je vous passe tous les détails, Belgacom, mais j'ai jamais pensé à mes diplômes. C'est une chose que je n'ai jamais pensé. Et quand j'ai repris un autre établissement, je voulais engager du personnel, donc je me suis retrouvé à l'UCM. Et là, j'ai demandé pour engager du personnel, on m'a dit, mais vous n'avez pas la gestion. Je dis, si, j'ai la gestion, c'est pas possible, j'ai fait gestion d'entreprise, gradué en comptabilité, droit fiscal.
Donc on m'a dit, il faut téléphoner à la chambre des métiers négoces à Arlon. Donc quand j'ai téléphoné, on m'a dit, mais qui me dit que c'est vous? C'est moi. Donc je dis, j'aurais été avocate, j'aurais fait comment? Vous ferez comme tout le monde, vous retournerez à l'école. Et alors en faisant les cours du soir accélérés en gestion, je suis retombée sur les bancs d'école avec mon mari. Et voilà, et ça fait 8 ans que nous sommes mariés, 10 ans qu'on vit ensemble. Donc en fait, en vous obligeant à repasser vos diplômes, vous avez rencontré votre mari. Oui. Vous avez re-rencontré celui qui était... Ah oui, j'étais à l'école primaire avec mon mari, ouais. J'ai fait mes primaires avec mon mari, puis on s'est perdu de vue. Et puis j'étais à l'école, en cours du soir, et puis on me dit, ah mais je connais 3 frères qui s'appellent Godefroy. Hein. Oui, il y avait Sébastien, Rudy, Olivier. Et je l'ai regardé, je dis, Olivier, c'est moi. Waouh, t'es bonne, qui m'a dit. Je dis merci. Et depuis, ça va faire 8 ans de mariage le 17 septembre. Voilà, bravo. Félicitations. Cela dit, c'est quand même une aberration et c'est quand même terriblement énervant de se dire qu'on doit représenter tout. J'ai dû réinscrire ma voiture. J'avais des problèmes avec ma feuille de contribution. D'ailleurs, je viens de recevoir, il y a un mois environ, une lettre assez rude, je trouvais, des contributions au sujet de l'emprunt pour la maison et pour une assurance vie, où on me demandait de prouver que j'avais effectivement ces emprunts, puisque j'avais des codes sur ma feuille de contribution. Je dis, mais l'assurance vie, ça fait 40 ans que je l'ai, et l'emprunt, ça fait 25 ans. Mais c'était à mon nom masculin, et donc ça avait disparu. L'étape prochaine que vous souhaiteriez, ce serait quoi? Ou quel message vous voudriez faire passer en tout cas? Que les gens soient plus réceptifs au transgenre, ne pas nous juger comme des bêtes sauvages, comme une maladie. On n'est pas malade, loin de là. On est tous capables, de faire le même travail. Pour moi, c'est que l'identité du genre, c'est jamais une maladie. Que c'est une variation, être transgenre, c'est une variation dans la condition humaine. C'est tout, il faut accepter. C'est la réalité. Il ne faut pas se battre contre ça. C'est comme disait Daphné tout à l'heure, c'est comme les gauchers, les personnes qui sont rousses. Il y a des personnes qui sont transgenres ou homosexuelles ou n'importe. Et on n'est pas différentes des autres. Bon, on arrive au bout de notre soirée. Bon. Une belle soirée avec une belle discussion qui, je crois, a dû ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Et Beau ne croit pas si bien dire, puisque pour clôturer l'émission, nous lui avons réservé une surprise, le témoignage de Moreau Longbois, un jeune transgenre qui venait tout juste de recevoir sa nouvelle carte d'identité. Bon, avant de se quitter et avant de se dire au revoir, j'aimerais vous proposer une petite surprise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes inspirante pour beaucoup de monde. Est-ce que vous vous rendez compte du rôle que vous avez joué, du rôle que vous avez joué depuis que vous avez témoigné, depuis que vous avez fait votre transition? Vous vous rendez compte de ça ou pas? Probablement pas suffisamment. Je m'en rends compte parfois. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui me remercient, qui m'accostent en rue. Mais je crois que je ne me rends pas compte à quel point. Maar alors regardez ça. Dus gewoon met ouder worden, dat ik me steeds slechter begon te voelen, dat ik mij opsloot op mijn kamer en niet naar buiten wou komen. Ik heb me eigenlijk altijd al zo gevoeld. Dat is ook nooit niet eens weggegaan. Dus. En gewoon met ouder worden is sterker opgekomen en wist ik dat er gewoon, dat ik in het verkeerde lichaam was geboren. En daarin heeft Bo een heel grote rol gespeeld. Ja, ze heeft me eigenlijk moed gegeven en een boost gegeven om voor mezelf uit te komen, om als er haat is, daarmee gewoon mee te lachen en gewoon te zijn wie dat je bent, want ik wist wel al dat ik in het verkeerde lichaam zat, maar het is eigenlijk, ik durfde niet echt voor mezelf uit te komen en dat is nu wel zo. Ik vond het echt wel super mooi dat ze zich zo heeft geuit tegenover heel de wereld, want heel de wereld zag het ook. En ik dacht van, als zij dat kan ik dat ook. En daarvoor is ze dan een heel groot voorbeeld voor mij, maar ook gewoon omdat ze heel positief is. En ook, je hebt mindere dagen,
Maar ze laat dat niet zien. Want het is zo dat ik mezelf heb leren accepteren. Maar alleen niet heeft accepteren, maar dat ik mezelf durf te outen tegenover de buitenwereld. Ook al iets haat, kan mij niet schelen. Oui, c'est Moreau. Moreau qui a fait son coming out 4 jours après le mien. Et ça reste très émouvant de voir que Moreau est heureux maintenant. Déjà, s'il y a une personne comme Moreau qui peut trouver sa voie, trouver son chemin, c'est déjà une réussite. Mais il y en a encore d'autres, donc oui, moi je suis super heureuse. Merci beaucoup pour ce cadeau, parce que c'est un beau cadeau que vous nous avez fait avec ce témoignage exclusif, d'avoir accepté d'être suivi avec ces caméras, avec toutes ces choses que vous nous avez racontées. Je trouve que j'ai ce devoir d'aider les gens, c'est un peu un pied de biche, un levier pour faire bouger les choses. Merci beaucoup. Avec plaisir.